Euh, pour info, ça n'a pas encore démarré, hein. Je précise juste au cas où. J'attends juste quelques minutes que les gens arrivent. On vient de faire l'annonce sur le Discord de Rotmi. Donc voilà. Bon écoutez, si on démarrait. Attendez, je vais juste reprendre mes notes. Où est-ce qu'elles sont? Euh... Tac. Est-ce que j'en ai un peu besoin quand même? Voilà, parfait. Oula, oups. On n'a rien vu. C'est bon, on va commencer. Donc voilà, c'est à mon tour. Aujourd'hui, on va faire deux présentations d'affilée. Clairement, ça va être fatigant. Mais c'est pas grave, j'espère que je vais pouvoir vous apprendre des trucs, ça va être sympa. Pour récapituler, là maintenant, du coup, c'est une présentation, comme vous le voyez sur l'écran, de kernel module à eBPF. Et la suivante, qui sera à 18h, ce sera sur fusée gelée, une vulnérabilité des premières versions de la Switch. Je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec cette présentation, du coup. Oula, j'ai fait de unité dans le micro, je suis désolé. Ah, voilà, un petit sommaire rapide. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Premièrement, les inconvénients des loadable kernel modules. Pourquoi est-ce que il y a ça dans le kernel des BPF? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Et pourquoi est-ce que ça a été rajouté? On va donc les introduire rapidement. On va voir un petit peu dans quel environnement ça interrope. Dans le sens, qu'est-ce qui accompagne les programmes BPF? Où est-ce que ça tourne, etc. On va voir un peu les différents types de programmes eBPF, parce qu'il y en a plusieurs. Ensuite, on va voir le jeu d'instructions propre à cette architecture-là. On va terminer en développant un petit peu... en développant... en voyant comment on développe plutôt des programmes eBPF. Et puis ensuite, on va voir un peu quelles sont les limites de ce truc-là. Et enfin, en dernier, on va voir comment on applique ça au rootkit, parce que nous, on aime bien l'attaque, on aime bien la sécurité, donc on va faire ça, parce que c'est quand même une partie intéressante. Donc évidemment, je précise un peu en disclaimer avant de commencer, mais c'est un talk qui est un peu orienté envers les gens qui ont déjà un petit background quand même du kernel Linux, dans le sens où vous savez juste ce que c'est basiquement qu'un module kernel, vous savez à peu près la différence entre charger un programme en kernel space, en user space. Ça, c'est pas les trucs que je vais expliquer, du coup je pars du principe vraiment que vous êtes par exemple un habitué des channels de pawn en kernel, des trucs comme ça, vous connaissez les modules de base, vous connaissez pas forcément eBPF, et donc comment on découvre ça de ce point de vue-là. Deuxième point, c'est que je vais pas vraiment pouvoir consulter le chat pendant toute la présentation parce que ben, je dois me concentrer sur parler, expliquer mes trucs et surveiller mes notes. Donc je regarderai tout le chat à la fin de la présentation pour voir les questions. Donc vous étonnez pas si je réagis pas au chat d'ici là. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Donc, commençons. Alors, les inconvénients des loadable kernel modules. Premier inconvénient, pas d'API ou d'API stable. C'est-à-dire qu'entre les différentes versions du kernel qu'on va utiliser, il n'y a absolument aucune garantie que tout fonctionne correctement. Vous allez compiler un module kernel pour votre kernel, vous allez l'envoyer à quelqu'un d'autre qui a un kernel différent parce qu'il a je sais pas, une autre distribution qui distribue pas le même kernel, et ben ça va pas forcément marcher. Et là où ça peut être vraiment problématique, c'est que si vous faites la moindre erreur dans votre module kernel, au revoir le système. Voilà, ça fait un kernel panique, et le système plante, et vous devez redémarrer le PC. Autant dire que c'est vraiment pas bon, et d'autant plus quand on développe des rootkits ou des trucs comme ça, ce qu'on verra à la fin quand on va l'appliquer au rootkit, c'est vraiment un truc qu'on veut à tout prix d'éviter, parce que c'est vraiment... Le principe même d'un rootkit, c'est de vouloir être discret, donc si on commence à faire planter le système des personnes, c'est mort, vraiment. Ok, donc c'est quoi les BPF? Donc BPF ça veut dire Berkeley Packet Filter, parce qu'à la base c'était des filtres de paquets conçus par Berkeley, qui est une université aux États-Unis. Ça a apparu en 1992, c'est pas un concept qui est propre au kernel Linux à la base, c'était une sorte de concept qui est un peu général, et qui va être notamment implémenté du coup dans le kernel Linux. Ça sert
à la base surtout à faire du filtrage et du traçage réseau. Vous connaissez probablement TCPDump, qui est un petit utilitaire en ligne de commande qui permet de faire de sniffer du trafic réseau ou d'en filtrer. Et bien, par exemple, ce programme-là, TCPDump, sans que vous vous en rendiez compte, il utilise un petit programme eBPF qui va lui-même charger sur les interfaces réseau que vous allez utiliser. Et puis, dans un deuxième temps, en fait, après que les premiers BPF soient apparus en 92, en 2013, il y a eu une énorme refonte qui a complètement changé le fonctionnement de ces trucs-là. Ça a été entièrement réécrit en fait par cette personne-là qui s'appelle Alexei Starovoitov, je suis désolé si j'écorche son nom, un ingénieur de chez Facebook, et donc qui est spécialisé dans le kernel, et donc voilà, il a réécrit tout ça en fait, rien que ça. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'en fait, avec cette réécriture, il a rajouté énormément de fonctionnalités, il a optimisé le truc, mais genre beaucoup mieux qu'avant, il a rajouté un compilateur just-in-time, on va revenir sur ça un petit peu après. Et donc c'est vraiment une sorte d'évolution qui a rendu le truc mais super puissant, là où avant c'était un petit peu niche, et ça servait surtout pour des trucs assez précis. Un petit truc aussi qu'on peut noter, c'est que du coup l'ancienne version des BPF avant cette refonte, ils ont renommé ça ensuite CBPF pour Classic BPF, et sachant que du coup le E dans eBPF c'est pour Extended BPF, donc c'est des BPF étendus parce qu'ils ont rajouté plein de trucs dessus. Alors de nos jours, on peut toujours charger des modules de CBPF dans le kernel Linux, c'est juste qu'en fait au moment de les charger, ils vont être traduits de façon quasiment automatique par le kernel en module eBPF, avant de les faire exécuter. Donc voilà. Alors c'est bien beau tout ça, mais du coup, dans quoi ça tourne en fait, un programme eBPF? Eh bien ça tourne dans une sandbox. Ça tourne dans le kernel, mais ça tourne dans une sandbox, donc l'avantage c'est que si le programme plante, ça va pas faire planter tout le kernel avec un kernel panique, comme ce serait le cas pour les loadable kernel modules. Donc ce point-là, c'est vraiment une des clés, on va dire, derrière les eBPF, et leur intérêt, c'est que, ben, si ça plante, il n'y a que ça qui plante, quoi. Déjà, c'est un énorme point positif. Deuxième chose, c'est que du coup, en fait, ça va être un jeu d'instructions qui va être vraiment propre à ces trucs-là, et donc, ça fait une sorte d'architecture comme on en aurait d'autres ARM, x64, etc., qu'on va pouvoir apprendre, et qui va être du coup un bytecode qui va être ensuite interprété par l'interpréteur dans le kernel Linux. Et cet interpréteur, il a également une compilation just-in-time afin d'accélérer au maximum les performances de ces programmes-là. Parce que oui, on pourrait commencer à se dire, est-ce qu'ils sont aussi performants que des modules kernel traditionnels, sachant que du coup c'est des bytecodes qui sont interprétés. On reviendra dessus juste après quand on va détailler un peu le jeu d'instruction de ce truc-là. Mais c'est effectivement un truc en fait qui va être vachement performant malgré tout, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Donc c'est un point vachement positif. Ensuite, un point important qu'on va beaucoup réaborder ensuite, ça va être les helpers. En fait, il y a beaucoup de fonctions qui sont mises à disposition des programmes eBPF par le kernel. En fait, c'est une liste de fonctions prédéfinies qui sont des sortes d'utilitaires, d'où le nom d'ailleurs, qui vont être mises à disposition donc par le kernel, le programme eBPF. Et donc chaque programme eBPF va pouvoir appeler n'importe quel helper quand il veut. Donc il y aura une table de correspondance qu'on va voir un petit peu après également pour ce point-là. Et ça va leur permettre notamment, ben, par exemple, d'écrire dans la mémoire de user space. Ça va permettre d'aller chercher certaines informations, ça va permettre d'effectuer des actions sur les interfaces réseau, comme on le verra également un peu plus tard. Et donc globalement, ça va permettre de se simplifier la vie en tant que développeur de modules eBPF. Et c'est un point qui va être vraiment utilisé partout dans les programmes en fait. Ensuite, un autre concept, c'est les maps. Les maps, c'est le seul moyen qu'on a vraiment en fait de conserver des valeurs en mémoire dans un programme eBPF entre les différents événements qui vont se passer. Parce qu'en fait, un programme eBPF, on va aussi revenir dessus plus tard, mais c'est un programme qui va surtout être orienté événement et qui va réagir à différents événements qui vont se passer. Donc tous les points des différents types d'événements, etc., ça va littéralement être expliqué petit à petit. Et donc au niveau des maps, en fait, comment ça va marcher? Ça va être une sorte de storage clé-valeur qui va être du coup dans la mémoire du kernel. Et ce stockage clé-valeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va du coup permettre de stocker n'importe quelle valeur avec une autre, et ce, entre les différents appels des fonctions du module eBPF. Et donc ça va lui servir un petit peu de sorte de mini base de données, si vous voulez. Il va pouvoir garder des valeurs en mémoire entre ces appels, et il va pouvoir du coup les réutiliser plus tard. Donc après des maps, on en a beaucoup de types. On en a qui permettent de stocker des simples valeurs, on en a qui permettent de stocker d'autres programmes eBPF, on a des trucs qui permettent notamment aussi d'envoyer des événements au user space, ça permet de communiquer avec des programmes qui tourneraient normalement, et donc on appelle ça les ring buffers, et donc ça va être un truc qui est aussi vachement utilisé pour envoyer des données en user space selon l'avancement du programme.
Puis voilà, globalement, ça sert à ça. Ensuite, le verifier. Alors ça va être vraiment le point qui va nous embêter, on va dire, beaucoup. C'est qu'il y a un verifier qui va en fait s'assurer que notre programme est, entre gros guillemets, correct avant d'être inséré dans le kernel avec ça. Donc ça va performer beaucoup de checks, ça va performer des checks sur l'intégrité du programme, est-ce qu'il va accéder à des zones mémoire qu'il n'est pas censé utiliser, est-ce qu'il va faire des trucs qui sont bloquants, parce qu'en fait, ça va être des programmes, les programmes eBPF, ça va être des programmes très simples globalement, on reverra ça plus tard aussi, mais ils vont être relativement limités, et à cause de ces limitations-là, au moins on est sûr que le truc, s'il n'est pas trop complexe et pas trop long, on sait qu'il va forcément se terminer et pas forcément causer trop de problèmes, et ça permet donc de l'analyser globalement. Donc il y a vraiment tout un processus de vérification qui est vachement compliqué, et qui va nous rejeter notre module si on essaie de le charger, alors qu'il y a des problèmes dedans. Et honnêtement, quand vous avez un truc qui se fait rejeter par le verifier, bon courage pour trouver qu'est-ce qui va pas, parce que des fois, vous avez des stack traces de 40 lignes qui n'ont vraiment mais aucune précision. Genre, vous voyez, souvent vous pouvez juste voir à peu près la ligne là où ça plante, donc ça peut vous donner une petite idée. Mais en général, c'est vraiment un cauchemar à débugger. Donc ça, c'est... Enfin voilà, c'était un... Pour le détail du verifier, au moins ça c'est clair. Maintenant, on va voir du coup les types de programmes eBPF. Donc il y a beaucoup de types de programmes en fait. Vous avez les XDP, les traffic control. Ça, c'est deux trucs qui sont... C'est deux types de programmes qui vont être surtout orientés pour le trafic réseau justement. Express Data Pass et Traffic Control, on va les détailler juste après. Enfin, on va tous les détailler juste après. Mais donc cela, ça va être pour hook le réseau. Ensuite, on va avoir des trace points, des keyprobes et des uprobes. Ça va être tout ce qui est hook de fonction. Donc là, ça va être vraiment pour intercepter des appels à certaines fonctions. Et on va détailler absolument tous ces points-là tout de suite, en commençant par XDP. Donc XDP, ça veut dire Express Data Pass. Ça sert pour le filtrage, le traçage, le monitoring réseau, comme c'est marqué. Et en fait, ça va être vachement cool parce que ça va venir se charger directement sur le NIC de l'interface réseau, donc la Network Interface Card, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme. Et donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir en fait exécuter ce programme dès la sortie du hardware. Et ça, c'est quand même ultra fort parce qu'en fait, notre petit programme eBPF, il va pouvoir modifier la trame réseau avant même qu'elle arrive au niveau du kernel. Alors malheureusement, c'est limité uniquement au trafic entrant, c'est-à-dire qu'on peut modifier que les trames qui arrivent et on peut pas modifier celles qui sortent avec ça. Mais c'est quand même super fort parce que du coup, comme je l'ai dit, voilà, ça threshold driver NIC et... Oula, je pensais que j'avais un point en plus. La partie qui va vraiment nous intéresser, c'est que du coup, on peut changer le contenu du paquet, on peut changer la longueur du paquet ou on peut complètement le drop. Et si on fait n'importe lequel de ces trucs-là, le kernel et le système tout entier n'auront jamais aucun moyen de savoir qu'il y a le moindre paquet qui est arrivé. Parce qu'en fait, on l'a droppé avant même que le kernel le voit. Et donc, je vous ai représenté un petit schéma à droite qui vous permet de voir, je sais pas si on voit ma souris d'ailleurs, qui vous permet de voir où est-ce que ça va être chargé. Donc là, vous avez le hardware. Là, vous avez votre petit eBPF et votre driver du coup. Donc là, c'est là où le programme eBPF, typiquement, il va être chargé et il va affecter la carte réseau. Et ensuite seulement vous allez avoir toute la stack network du système, du kernel, qui va gérer en fait le parsing de toutes les entêtes, la gestion de retransmission et tout le bordel comme ça. Et ensuite seulement du coup ça arrive à l'application. Donc ça c'est vraiment un truc qui est super fort. On a un deuxième truc qui s'appelle le traffic control. Alors du coup globalement ça se situe dans l'ordre chronologique pas très loin après Express Data Pass. Ça va quand même dans tous les cas être un truc qui va agir avant la stack du kernel. Donc ça c'est les mêmes avantages qu'on vient d'expliquer. Typiquement ça veut dire que tout le kernel ne verra pas notre trame même avec traffic control. Cependant, la différence en fait ça va se faire au niveau de la trame reçue par le programme. Quand vous avez un truc qui écoute en traffic control, il va recevoir un buffer qui a déjà des métadonnées. Donc ça veut dire qu'il y aura un premier parsing qui va être fait sur les champs, et donc vous allez pouvoir avoir une version différente de la trame que Express Data Pass, où là c'était vraiment la trame brute. Donc ça a des avantages et ça a des inconvénients. Le gros avantage par rapport à XDP, c'est que ça peut aussi être affecté en sortie. C'est-à-dire que s'il y a une trame qui va sortir, vous pouvez la modifier avec ça, alors que vous ne pourrez pas la modifier avec Express Data Pass. Et puis sinon, d'autres avantages que ça a aussi, c'est que par exemple, c'est plus simple de récupérer certains en-têtes pour tester des valeurs, etc. Parce que le parsing a déjà été fait. Là où XDP,
Au contraire, ça va avoir un autre avantage par rapport à Traffic Control, c'est que si on veut modifier les paquets, mais de façon genre bien lourde, par exemple on veut mettre des nouveaux headers à la place de tous les anciens, etc., ça va être beaucoup plus simple, parce que là, comme c'est déjà parsé, on peut pas directement modifier la trame brute. Donc, selon le cas, on peut utiliser l'un ou l'autre en ingress, mais en egress, bah, on va forcément devoir utiliser du Traffic Control, parce qu'en fait, on peut pas utiliser de Express Data Pass en sortie. Voilà. Traffic Control, c'est aussi un truc à noter que ça existait en fait avant les IDPF. C'est un truc qui existait déjà dans le kernel Linux depuis plus longtemps que ça. Mais du coup, ça a vraiment pris tout son sens avec ces modules-là en fait, et ça les a rendus beaucoup plus simples. Voilà. Le troisième point qu'on va voir du coup, c'est les trace points. Alors là, on passe du coup dans la partie hook de fonction. Comme le nom l'indique, ça va vraiment être un hook pour une fonction dans le kernel. La différence avec des hooks qu'on pourrait faire avec des modules kernel traditionnels, c'est que les trace points, en fait, ils vont être marqués à la compilation sur certaines fonctions du kernel, et donc vous allez être en fait limité au nombre de fonctions que vous allez pouvoir hook. Et il va falloir en fait obligatoirement qu'elles soient marquées dans le kernel qui a été dans le kernel qui tourne sur votre machine, il faut que la fonction ait été marquée à la compilation. Donc si vous voulez rajouter des fonctions, vous pouvez toujours rajouter le marquage et recompiler votre kernel, mais ça marchera que sur le vôtre a priori, donc c'est pas génial. Et voilà, donc c'est une limitation des trace points, mais en contrepartie, l'avantage c'est que en fait vous allez avoir, ok je checkais vite fait, vous allez avoir comme avantage que vous allez avoir une structure qui va être déjà faite, celle-ci, voilà. Une structure qui va être stockée donc dans /sys/kernel /debug/tracing, enfin le chemin que vous voyez là, quoi. Vous allez avoir du coup en fait une structure qui va représenter l'état dans lequel le syscall est appelé que vous avez hook. Donc là dans ce cas-ci je parle de syscall parce qu'en fait j'ai pris un syscall comme exemple, évidemment il n'y a pas que les syscalls qui peuvent être hookés, mais il y a beaucoup d'autres fonctions. Et donc pour voir en fait quel format de structure va être donné à ces trace points quand ils vont être appelés, il va falloir du coup regarder dans ce chemin que je vous ai mis. C'est dans toutes les distributions Linux normalement, si vous regardez à ce chemin-là, pour le trace point que vous voulez, vous allez avoir un fichier format et dedans vous allez pouvoir voir la structure enfin, les champs de la structure qui vont être passés du coup au programme. Alors dans l'autre cas c'est très cool parce qu'en fait les trace points, comme je l'ai écrit, il y en a qui sont vraiment implémentés pour tous les syscalls. Et quasiment tous, pas tous, mais presque tous. Et il y en a deux par syscall en général, il y en a un quand on entre dedans et il y en a un quand on ressort. Donc ça nous permet de faire des trucs vachement cool parce que en fait quand on entre dans un syscall, typiquement on va avoir uniquement des informations dans le contexte sur l'entrée du syscall, alors que quand on va en ressortir, on va avoir des informations sur la sortie. Et si on mixe les deux et qu'on peut faire des trucs avec un map où on peut garder des informations enregistrées et ensuite les regarder à la sortie, on peut faire des trucs vachement sympas. Donc notamment, typiquement, on entre dans un syscall, on va sauvegarder, typiquement j'ai mis un exemple de read ici, donc je vais prendre l'exemple de read. On voit un read, on va enregistrer l'adresse du buffer utilisateur dans lequel il veut qu'on mette les données qu'il va read. Et quand on va arriver au nœud de sortie, que notre fonction du coup exit va être exécutée, là on n'aura plus accès à son buffer parce que c'est pas un argument en entrée, on n'aura que des informations du contexte de sortie, mais du coup si on l'a enregistré dans un map, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir le récupérer du coup depuis la map, et comme on va pouvoir voir en sortie quelle valeur a été écrite dedans, on va pouvoir typiquement la modifier et ensuite réécrire dans son buffer pour, je sais pas, modifier des données, faire ce qu'on veut. Et donc c'est à cet avantage-là qu'on peut faire du coup de la modification de données lues, et comme ça on peut hooker un peu n'importe quoi et faire un peu tout ce qu'on veut. Sur ce point-là, du coup, ça revient à peu près au même que des modules kernel. Ensuite, on a les kprobs. Les kprobs, c'est à peu près pareil. C'est typiquement vraiment le même principe global. La différence, c'est que c'est pas sur des endroits précis qui ont été marqués à la compilation. C'est n'importe où sur le kernel. Donc, vous pouvez l'attacher à tous les symboles du kernel. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez voir tous les symboles du kernel en regardant dans le fichier /proc/callsims. Là-dedans, vous avez du coup les noms des fonctions du kernel qui sont actuellement chargées, pareil pour les kernels modules d'ailleurs, et vous avez l'adresse à laquelle ils sont tous chargés. Et donc tous les noms que vous voyez là-dedans, vous pouvez attacher un keyprobe à ces trucs-là. Et donc c'est quand même vachement cool parce que quand vous n'avez pas de trace point pour un point, vous pouvez quand même vous y attacher. Alors vous pouvez vous attacher partout, sauf à quelques-uns, il y a quand même des exceptions, il y a une petite blacklist, elle est stockée dans /sys/kernel/debug/kprobs/blacklist, et tous les symboles qu'il y a marqués là-dedans, en fait, vous n'avez pas la permission de vous y attacher. Donc on n'est pas non plus libre à 100%, mais presque, donc c'est vachement cool.
Il y a un équivalent au tracepoint de sortie qu'on a vu juste avant, c'est les kRedProbs. Vous pouvez spécifier qu'un keyprobs, en fait, il va s'exécuter à l'entrée de la fonction ou à la sortie de la fonction en le settant du coup comme un keyprob ou un kRedProb. Donc voilà, c'est à peu près équivalent globalement. La différence avec les tracepoints, du coup, c'est au niveau des paramètres de la fonction. Là, le problème, c'est que vous n'allez pas avoir un contexte personnalisé avec un format adapté au tracepoint. Là où avant, par exemple, pour read, ben, typiquement, on allait avoir dans la structure le buffer utilisateur et d'autres données. Là, on va vraiment avoir uniquement une structure qui représente l'état de tous les registres. Et donc, on va avoir en fait besoin de se documenter sur la fonction qu'on est en train de hooker pour savoir qu'est-ce qu'elle prend en paramètres et savoir du coup quel registre on va aller récupérer, quel pointeur on va suivre, etc. pour récupérer les données qui nous intéressent. Donc typiquement c'est moins pratique que les trace points, mais c'est vraiment... Enfin ça passe partout quoi, donc qu'en fait c'est ce qu'on utilise quand on n'a pas le choix. Quand il y a un trace point on l'utilise, quand il n'y en a pas, eh bien on prend un keyprob. Ensuite on a les uprobs, c'est vraiment la même chose que les keyprobs pour le coup, c'est juste que ça va se passer en user space. La différence aussi, c'est qu'en fait, ça va s'activer sur une instruction, ça va pas s'activer sur une certaine fonction. Et ça va nécessiter beaucoup de prérequis, donc c'est pas forcément toujours le truc le plus pratique. Ça va nécessiter le nom du programme qu'on va hooker, l'adresse précise de la fonction, et ensuite on va demander aussi l'offset de l'instruction par rapport au début de la fonction. Donc si la fonction elle est à 0x700, et qu'on veut hooker la 5e instruction, par exemple, si chaque instruction fait un octet, on va aller à 0x700, je sais plus combien j'ai dit, mais enfin plus l'offset quoi. Donc on va prendre cette instruction-là et on va la passer au programme. Et donc ça, on est obligé de le préciser au programme en fait. On a aussi l'équivalent en sortie des fonctions, c'est les uRedProbs. Donc, enfin en sortie des fonctions, ce sera en sortie de l'instruction plutôt, ça va s'exécuter après l'instruction. Ça fonctionne vraiment pareil, donc je reviens pas particulièrement dessus. Ok. Donc tout ça, c'est bon. On a vu tous les types de modules eBPF qu'on pouvait charger dans le kernel. Ça, c'est bon. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas passer un petit peu de temps à s'intéresser au jeu d'instruction des eBPF? Donc cet ISA, il est composé de 11 registres. On a R0 qui va servir de valeur de retour dans la calling convention. On va avoir R1 à R5 dans la calling convention, on va les utiliser en fait pour passer des arguments du coup. Et ensuite tous les autres registres, globalement, en fait, ils vont être préservés dans l'appel. On va être obligé de les restaurer à la fin pour que, du point de vue de l'appelant, ce soit identique à ce que c'était avant l'appel. Puis enfin, on a un dernier registre qui est R10. Il va nous servir de pointeur de pile. Alors, un truc étonnant du coup, c'est qu'effectivement, on a un seul pointeur de pile. On n'a pas un pointeur du bas de la pile et du haut de la pile comme dans d'autres architectures ou autres. Là, on a un seul pointeur, donc c'est marrant. Enfin, je trouvais ça rigolo personnellement. Au niveau des helpers dont je parlais tout à l'heure, donc ces fonctions que le kernel met à disposition et qui vont être vachement pratiques à appeler pour faire plein de trucs, eh bien en fait, elles ont un ID qui est prédéfini. Vous pouvez le voir dans votre fichier bpf.h qui doit être dans votre include quelque part sur votre Linux. Il y a un endroit où il y a du coup le symbole bpf funcmapper, et là-dedans en fait vous allez pouvoir voir tous les helpers définis à la suite. Et en fait, du coup, quand vous allez voir en appeler un depuis un programme eBPF, vous allez faire un call de la position de votre helper dans cette liste. Donc typiquement, si vous voulez appeler map lookup lm, vous allez faire un call 1, parce que c'est l'élément numéro 1. Si on part d'un indexage 0 au premier qui est unspecified, eh bien vous allez pouvoir appeler map lookup lm en faisant call 1. Et donc ça va fonctionner comme ça pour tous les helpers. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est hard-codé en fait dans le mécanisme eBPF, et vous pouvez donc pas manipuler les helpers comme ça. Et il y en a qui sont régulièrement ajoutés, donc c'est bon à savoir. Un point aussi important à souligner, c'est que vous pouvez pas passer plus de 5 arguments. Il n'y a pas de truc du genre on passe sur la pile les arguments qui sont en plus du 5e. Non, c'est pas supporté. Un autre point qui est important aussi à souligner, c'est que comme vous pouvez le voir, les arguments sont passés entre R1 et R5, ça se mappe quasiment parfaitement au jeu d'architecture x86, oui, x64 et ARM. Alors pas x86, pardon, juste x64. x86, c'est un autre cas. Mais en fait, l'avantage dans ces cas-là, c'est que en x64 ou en ARM, vous allez passer aussi les arguments dans les premiers registres, et c'est fait exprès en fait, c'est fait exprès pour que le compilateur just-in-time il puisse optimiser ça, mais à fond. Donc il va voir que vous passez des arguments dans ces registres-là, il va voir que la calling convention de votre architecture, par exemple x64, c'est RAX, etc. En fait, c'est RDI et RSI, pardon.
faut que je fasse attention quand même à ce que je dis un peu. Et donc en fait, il va pouvoir mapper directement les registres les uns aux autres, et la compilation de just-in-time va être ultra efficace. Donc ça permet d'avoir des performances super bonnes. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que les performances en fait de la compilation de just-in-time étaient quasiment négligeables par rapport à du natif, c'est vraiment grâce à ce jeu d'instructions qui a été en fait spécialement conçu pour être performant, même si c'est un bytecode. Voilà. Comment on compile du coup? Eh bien on compile avec LLVM en fait. Il y a un backend de eBPF qui a été ajouté à LLVM, donc n'importe quel langage qui va compiler vers LLVM peut ensuite compiler vers la plateforme eBPF. Donc ça vous permet de faire des programmes pas seulement en C, mais par exemple vous pouvez en faire en Go, en Rust, ou des trucs comme ça. Alors c'est possible, après c'est pas forcément le truc que je vous conseillerais parce que les bibliothèques pour le faire sont pas forcément ultra adaptées et que tout a quand même été pensé pour se faire en C à la base dans la gestion eBPF au niveau du kernel. Donc typiquement vous allez passer un seul quart d'heure si vous utilisez un autre langage parce que vous allez avoir plein de trucs à gérer qui vont être un peu relous, mais ça se fait donc bah, c'est bien quoi, on prend. Donc on va parler du coup maintenant de comment on développe des programmes eBPF. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, de base, typiquement, l'interface brute pour gérer des programmes eBPF, ça va être le syscall BPF dans le kernel Linux. C'est vraiment ce syscall qui gère tout. Il gère absolument tout parce que on va lui passer en premier paramètre une commande, et en deuxième, on va lui passer plein de trucs, et selon la commande, ça va faire plein de choses différentes. Donc ça va être vraiment un truc centralisé, ils n'ont pas fait plein de syscalls pour plein d'actions, ils ont tout réuni en un seul. Et voilà. Bon, après, c'est pas forcément super pratique à utiliser. Vous avez par exemple la commande bpf progload qui vous permet de charger un programme bpf. Donc à droite, je vous ai mis les constantes qui sont utilisées pour désigner les différents types de programmes. Le dernier, shell CLS, c'est les traffic control. C'est juste qu'ils ont un nom différent dans le kernel. Et donc ça va être par exemple typiquement le genre de type de programme que vous allez passer en attribut après avoir mis la commande bpf progload. Donc vous avez plein d'autres commandes, hein. Vous avez des commandes pour créer des maps, vous avez des commandes pour mettre à jour du coup des éléments des maps. En fait, toute la gestion des maps notamment se fait à travers également le syscall. Voilà, donc ça c'est bien, parce que du coup on a notre interface pour développer des programmes, mais c'est pas idéal. C'est pas idéal, et on a besoin d'une couche d'abstraction. Pourquoi? Parce que on va pas écrire des syscalls à la main. On va pas développer des programmes où on fait nos syscalls comme ça, on a besoin d'une bibliothèque qui va faire un petit peu le travail chiant pour nous, et nous abstraire en fait de ces concepts pour qu'on ait une interface de développement qui soit vraiment plus pratique. On a plusieurs trucs qui existent, le premier c'est BCC. J'ai choisi d'en garder que deux ici, mais en fait il y en a beaucoup plus, hein, je vous expliquerai après. Donc le premier c'est BCC comme j'ai dit, où en fait vous allez écrire votre programme en Python. Ça va être un programme du coup qui va être lancé en userland. Sauf qu'en fait vous allez écrire votre module eBPF à l'intérieur dans une string hard-codée en C. Et ensuite c'est ce truc là qui va être lui-même compilé et puis inséré par tout le framework BCC dans le kernel et qui va s'occuper de le vérifier, de le lancer, etc. Donc c'est une première façon de faire, et on a une deuxième façon de faire qui est libBPF. LibBPF c'est maintenu dans le kernel source tree, donc c'est un petit peu officiel entre guillemets si on veut. Où là ça va se passer assez différemment, c'est que du coup vous allez avoir deux fichiers source, vous allez avoir votre programme libBPF et votre source code userland. Et en fait libBPF va générer tout un squelette pour votre programme qui va vous permettre de charger votre programme libBPF dans le kernel vraiment en un claquement de doigts, quoi, sans avoir à faire quoi que ce soit de plus. Donc, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit un programme userland qui va appeler quelques méthodes pour créer le squelette, le récupérer et le charger. Et ensuite, vous allez avoir séparé votre programme eBPF. Vous allez le compiler du coup directement vers la plateforme BPF avec Clang par exemple, dans le cas si on le fait en C, puisque Clang utilise le backend de l'LVM, hein, je rappelle. Et puis ensuite, ça va être du coup ce programme userland qui va s'occuper de prendre ce bytecode et de le charger ensuite dans le kernel lui-même, en appelant les syscalls, en faisant tout le bidule, etc. Donc globalement, la seconde option, libBPF, est beaucoup plus populaire ces jours-ci. BCC c'était surtout à l'époque où on avait que ça, que c'était utilisé, parce que ça marchait au moins. C'était là, c'était fonctionnel, c'était utilisable. Mais depuis qu'on a libBPF, c'est quand même vachement mieux, parce que en fait, le problème de BCC, c'est que écrire son code en C directement dans une string hard-codée dans un programme Python, bah voilà, c'est pas ouf, parce qu'en fait, on n'a pas d'erreur avant qu'on charge le module, on peut pas vraiment faire de debug facilement,
on n'a pas de coloration syntaxique, tout ce genre de choses, et c'est vraiment pas une expérience de développement qui est très agréable en fait, pour être honnête. Donc c'est pour ça qu'en fait la majorité du temps, la plupart des gens utilisent libbpf aujourd'hui. Voilà. Il y en a d'autres, comme j'ai dit tout à l'heure, des bibliothèques pour faire ça. Vous pouvez en faire en Go, vous pouvez en faire dans d'autres langages, vous pouvez faire des... Il y a des alternatives, quoi, ça existe. Voilà. Alors, du coup, c'est quoi les limites de ces trucs-là? Parce que c'est bien beau, mais... Si on peut pas tout faire avec, c'est un peu dommage. Alors les appels de fonction du coup LSO sont contrôlés comme j'ai dit tout à l'heure, le vérifieur de toute façon il va vérifier plein de points qu'on va voir là avant de charger nos programmes. Typiquement on peut pas jump dans des endroits de merde, tous les endroits où on va jump vont être vérifiés comme étant des endroits où on peut continuer l'exécution du code. Les opérations bloquantes sont interdites, donc tout ce qui est sleep, mettre les threads en pause, etc. Non, c'est refusé, interdit. Le vérifieur ne les laissera pas passer de toute façon. Les boucles, jusqu'à une certaine version, on pouvait même pas faire de boucles en fait. On était obligé de typiquement faire des boucles bornées avec des pragma unroll pour que en fait il déroule la boucle. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est que par exemple on a une boucle for qui fait 10 tours. Avec un pragma unroll, il va juste copier-coller le truc 10 fois et il va mettre l'indice, enfin il va l'incrémenter entre chaque copie pour reproduire la boucle mais avec des copier-coller quoi. Donc ça c'était à l'ancienne, c'était vraiment pas ouf, mais au moins ça fonctionnait. Maintenant, on a quand même le droit de faire des boucles, mais il y a quand même des checks qui sont faits pour s'assurer qu'elles terminent. Les boucles qui ne terminent pas, c'est vraiment interdit. On a aussi pas mal de checks de safety, donc tout ce qui a accès aux variables non initialisées, c'est refusé. Tout ce qui est aux mémoires auxquelles on n'a pas accès, si on essaie de déréférencer des pointeurs vers des endroits un peu obscurs, non, ça passera pas non plus, il va pas nous laisser charger le module. Donc ça, c'est des points importants aussi. Un truc qui est vraiment très critique pour le coup, c'est qu'en fait on va avoir droit qu'à 4096 instructions eBPF maximum. Au-delà, en fait, il va refuser qu'on le charge parce que le module est trop complexe et il peut pas forcément faire ses checks correctement quand ça devient des modules trop gros et tout. Et donc ils ont vraiment implémenté cette limitation pour qu'en fait tout soit vraiment limité à des choses simples pour qu'on soit sûr que ça posera pas de problème. Alors il y a quand même des bypass possibles. Pas des bypass directement dans le sens où vous allez écrire des trucs qui seront plus longs que ça, mais dans le sens où en fait vous allez pouvoir écrire plusieurs programmes eBPF et faire ce qu'on appelle des tail calls. C'est comme si on faisait un peu un execvi en userland, c'est-à-dire que vous allez déléguer l'exécution à un autre module eBPF, et à partir de là c'est lui qui va prendre le relais et s'exécuter. Et vous pouvez enchaîner comme ça différents pour qu'ils s'exécutent tous les uns à la suite, et a priori le vérifieur normalement il devrait être capable du coup de gérer en fait la vérification de tous ces modules un à un, et vous allez pouvoir du coup faire des programmes plus longs que ça en les composant. Voilà. Vous devez avoir une complexité de votre programme qui est finie évidemment. C'est pas uniquement au niveau des boucles. Votre programme est obligé de terminer et il va y avoir beaucoup de checks pour le faire. Typiquement le vérifieur, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait il va créer un graphe, il va créer le graphe de toutes les instructions eBPF et il va vérifier qu'il est acyclique. Donc s'il y a le moindre cycle quelque part, là un truc qui peut tourner en rond, c'est mort, ça passera pas. Voilà. Un deuxième truc qu'il va faire aussi, en fait, c'est vraiment ça les deux façons qu'il utilise pour contrôler tout. La première, du coup, c'est le graphe acyclique. La deuxième, c'est une simulation du flow d'exécution. Il va partir de la première instruction, il va suivre tous les chemins, et ensuite il va contrôler les registres et la pile en suivant tous les chemins pour vérifier que tout est bon sur le trajet. Voilà, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, débugger un vérifieur qui vous refuse votre programme, c'est un vrai cauchemar. Mais au moins s'il passe, globalement, en général, ça fonctionne. En général. Comment on applique ça au rootkit? Eh bien, on peut faire à peu près tout ce qu'on peut faire avec des modules kernel traditionnels en fait, en fin de compte. Typiquement, on va pouvoir utiliser les trace points et les kprobs pour cacher tout ce qu'on a mis sur le système, tout ce qu'on a setup, etc. Donc typiquement, quand ils vont vouloir lister des fichiers, les utilisateurs, on va pouvoir modifier ce qui est envoyé en user space pour virer les fichiers compromettants où on a nos rootkits qui traînent, etc. Pour tout ce qui est read, on va pouvoir par exemple, typiquement dans une cron tab, on va pouvoir virer une ligne qu'on a mis qui va redémarrer notre programme à chaque redémarrage. On va pouvoir en fait tout planquer, quoi. C'est vraiment la même chose que des hooks de fonction dans des rootkits traditionnels. Là, pour le coup, c'est vraiment open bar, quoi. La partie qui est vraiment super fun, c'est qu'en fait, via Express Datapath et Traffic Control, on va pouvoir faire du command and control et du sniffing, mais vraiment sans être détecté, mais le moins du monde. Vraiment là, c'est vraiment mais royal, parce qu'en fait, comme le kernel ne voit même pas ce qui arrive,
impossible pour personne de se rendre compte de quoi que ce soit. Typiquement, vous avez des trames, des requêtes qui vont sortir, vous allez pouvoir les modifier, vous allez pouvoir envoyer absolument tout ce que vous voulez, et si vous envoyez du coup à la place à votre serveur d'attaque une requête et que lui il vous répond pour vous donner des ordres et tout, vous pouvez ensuite communiquer avec votre programme qui est chargé en module eBPF, vous pouvez trigger tout ce que vous voulez, c'est super cool. Alors vous pouvez aussi typiquement compromettre des programmes en user space pour les faire exécuter tout ce que vous voulez. En théorie, il n'y en a pas forcément besoin, mais c'est un bon truc à prendre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, grâce au uprops, vous allez pouvoir vous attacher aux fonctions user space, et grâce à un helper en particulier que j'ai pas encore cité jusque-là, qui s'appelle BPF prop write user, vous allez pouvoir écrire dans la mémoire d'un processus utilisateur n'importe quoi. Donc typiquement, vous allez pouvoir détourner une stack d'exécution d'un programme, écrire tout ce que vous voulez dessus pour qu'il exécute votre code à la place. Donc vous allez vraiment pouvoir modifier absolument tout ce que vous voulez, quoi. C'est terrible. C'est vraiment terrible. En fait, voilà, vous pouvez tout faire. Tout faire. Et sachant qu'il y a déjà des rootkits eBPF qui ont été trouvés ces dernières années, je crois qu'il y en avait un qui avait été développé par certains gouvernements ou je sais plus quoi, qui avait été détecté. Il devait y en avoir un de la NSA qui avait été trouvé en Chine ou une connerie dans le genre, je sais plus. Je crois avoir vu ça passer à un moment. Ouais, c'est un truc. eBPF ça existe que depuis 2013, et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est déjà exploité aujourd'hui. Et le fait que ce soit aussi peu connu et autant passé sous silence, surtout au niveau des rootkits, c'est vraiment grave entre guillemets parce que c'est une technologie qui est extrêmement dangereuse au niveau du monde entier quoi. Je sais pas ce que je peux dire de plus. C'est un truc. On est habitué en fait à avoir des modules kernel et à les surveiller, à faire de la détection de rootkits sur ces trucs-là et tout. Et en fait aujourd'hui on a une nouvelle menace qui est donc les modules IBPM, et l'avantage de ces trucs-là, c'est que du coup, ils vont pouvoir vraiment se lancer partout de la même façon, ils ont un meilleur contrôle sur le réseau, ils vont pas faire planter les systèmes, ils sont plus stables. C'est vraiment des rootkits sur Hormone. Et il y a besoin vraiment de se mettre au courant de ces trucs-là et de se mettre à jour pour suivre son air. Voilà, j'ai terminé, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Je vous ai mis toutes les sources que j'ai utilisées et des petits liens aussi si vous voulez approfondir. Vous avez notamment du coup la doc de Cilium qui est excellente, qui explique vite fait comment Cilium en fait c'est une compagnie qui propose un truc de surveillance réseau qui utilise eBPF, qui vous permet de surveiller votre réseau. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais cette technologie-là, elle est utilisée pour énormément de programmes qui vont faire du coup de la surveillance réseau ou des trucs comme ça, puisque ça a un contrôle sur le système qui est énorme. Et donc, voilà, en fait, c'est très utile. Vous avez aussi une thèse d'un mec, je sais plus de quel pays il était, je suis désolé pour lui, c'est XDuck du coup. Il a fait une thèse entière sur une proof of concept d'un rootkit eBPF. Du coup, il y a un document de thèse qui est disponible, je t'ai mis le lien juste ici, où il explique absolument toutes les proof of concept qu'il a réalisées, comment il les a développées, son approche, etc. Et c'était vraiment un truc que je vous conseille énormément à lire. Puis globalement, en fait, tous les liens que j'ai mis sont vraiment valent le coup. Les deux liens qu'il y a sur YouTube aussi, c'était une DEFCON il y a quelques années, j'ai plus en tête laquelle exactement. C'était aussi des présentations où ils vous montraient un petit peu comment ça fonctionne. Et un des deux qui s'est beaucoup concentré sur l'implémentation d'un command and control avec son rootkit, qui était fait par des Français d'ailleurs, ça se reconnaissait avec ça. Et voilà, je vous conseille de lire tout ça. Donc maintenant, je vais regarder vite fait les questions, et n'hésitez pas à me poser si vous voulez poser des questions. C'est maintenant. Voilà. Je regarde. Ça me rappelle un article du dernier MISC. Alors en fait, c'est une excellente remarque parce qu'en fait, c'est exactement ce qui m'a donné envie de faire ce talk. Puisque en fait, j'ai vu ça, j'ai vu l'article et je me suis dit, oui, j'ai déjà vu cette technologie, j'ai déjà eu l'occasion de voir un petit peu que ça existait et que ça avait l'air sympa. J'ai lu l'article, j'ai trouvé ça ultra intéressant, je me suis dit, vraiment envie de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc j'ai passé un long moment en fait du coup à me documenter, à regarder plein de trucs, à lire des infos et des docs sur ça. Et du coup je remercie typiquement Misk d'avoir fait cet article-là, puisque j'aurais peut-être pas fait cette présentation si j'avais pas vu ça pour me dire allez remue-toi, fais un truc là-dessus. Et voilà. Je vous conseille ce magazine d'ailleurs, si vous le connaissez pas, hein. C'est vraiment aucune promotion, aucune affiliation, quoi que ce soit, c'est juste que je le trouve vraiment cool. Voilà. Bon, y a pas de questions, on dirait. N'hésitez pas, hein, si besoin. Bon. Y a pas de questions.
Bon bah écoutez, si c'est tout, si c'est bon pour vous, si vous avez pas de questions et tout... Ah, ok, une question, ça va. Y a-t-il une équivalence Windows? Alors je crois que j'avais regardé un petit peu et qu'il n'y avait pas encore d'équivalence aujourd'hui, mais je crois que c'était quelque chose qui est prévu. Il me semble que dans le kernel Windows, effectivement, il y a des trucs qui sont prévus qui vont rajouter des fonctionnalités très très similaires à ce qu'on peut voir en eBPF sous Linux. Je sais honnêtement pas plus que ça dire s'il y en a ou pas aujourd'hui. Je sais plus si le truc que j'ai vu était vraiment daté ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ça devrait peut-être potentiellement arriver, que si ça arrive, ben les mêmes problématiques vont se poser. Concrètement, ça va vraiment être identique. Au niveau du chargement, non, ça se charge pas comme un module. Alors de la même façon que les modules kernel, en fait, on va devoir avoir des permissions admin évidemment pour le charger, puisque ça va être dans le kernel. C'est un peu évident qu'il faut des permissions admin, enfin des permissions root quoi. Mais non, ça ne va pas se charger comme un module, puisque en fait les modules, on va faire juste une commande insmod et hop, c'est parti, c'est dans le kernel. Là où les programmes eBPF, c'est via les syscalls, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec un syscall BPF qu'on va charger notre programme. Et il y a un mécanisme que j'ai passé sous silence parce que je préférais comment dire, ne pas en parler sur le coup parce qu'il y avait beaucoup de trucs à voir. Il y a un mécanisme qui s'appelle le pinning qui va permettre de conserver un programme en exécution même après qu'il soit terminé. En fait, vous avez un chemin dans Linux qui s'appelle /fs/debug/bpf, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et c'est un chemin dans le fs qui est très particulier puisque en fait, si vous listez là-dedans, vous allez justement voir les programmes BPF qui sont pin. Et typiquement, si un programme là-dedans est pin, ça veut dire que le programme userland qui a appelé le syscall progload, une fois qu'il va se terminer, le programme va continuer de tourner. Alors que si ce n'est pas le cas, c'est là où vraiment la différence, c'est que par défaut, en fait, quand le programme n'est pas pin, une fois que votre programme userland qui a appelé le syscall BPF, il a chargé son module, il s'est exécuté, etc., ben en fait, le programme il va tout de suite être retiré. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il y a ce mécanisme-là qui existe, et du coup ça se contrôle vraiment très différemment des modules kernel, où on va devoir lister les modules kernel pour voir est-ce qu'il n'y en a pas un qui traîne, qui serait malveillant ou autre. Là on va devoir faire autrement. Il y a un super outil que j'ai pas mentionné qui s'appelle qui s'appelle BPF Tool, pardon, et qui permet de faire plein d'opérations sur les BPF. Donc avec ce truc là vous pouvez consulter qu'est-ce qui est pin, vous pouvez pin des trucs, des pins, charger des modules, en décharger, des modules BPF évidemment. Vous pouvez consulter tous ceux qui sont chargés, enfin c'est un outil vraiment super puissant. Tout ça en utilisant du coup en arrière-plan, sans que vous le sachiez, les syscalls BPF. Enfin le syscall. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah merci beaucoup du coup de m'avoir écouté, hein. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, vraiment, ça m'a fait plaisir de faire cette présentation ici. Et voilà, j'espère que c'est une technologie qui sera plus mise en avant dans le futur et que les gens s'y intéressent parce que ça vaut la peine. Puis voilà, bon bah du coup je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir écouté, à bientôt sur RootMe. Ah oui, et rendez-vous dans 1h15 pour une présentation sur une vulnérabilité de la Switch. À toutes.